C'est une vraie joie pour moi que de partager avec vous la présentation qui suit, qui reprend exactement celle que j'ai donnée dans la petite ville de Gaillard, en Haute-Savoie, à côté d'Almas, juste de l'autre côté de la frontière où j'habite, et qui a suscité un grand intérêt puisque la salle était comble. À vrai dire, même si l'on parle beaucoup du désenchantement du monde sur lequel a débouché la modernité, même si nos propres traditions religieuses occidentales sont aujourd'hui en perte de vitesse, il reste serti au cœur de nous-mêmes ce questionnement fondamental quant à la condition humaine, notre place dans l'univers, mais également notre nature profonde, au-delà de l'être conditionné par la matière et la société. Et puis en fait, cet intérêt a trouvé de surcroît un champ d'expression tout à fait particulier dans le domaine de la santé. C'est à ce titre-là que je vais en parler. Ça me donne un petit parfum de pré-Covid, car à vrai dire, avant que n'arrive la psychopandémie, c'est ce que je vais vous présenter maintenant qui a constitué mon principal sujet de recherche au cours des 15 années qui avaient précédé. Il importe de toujours nommer et expliquer d'où l'on parle. J'ai assumé pendant une dizaine d'années la position de secrétaire général de l'association romande Promente Sana, qui est une organisation non gouvernementale chargée de défendre les intérêts et les droits des personnes souffrant de troubles ou de maladies psychiques, et dans un système assez répandu en Suisse où, au fond, l'État délègue à des associations privées un certain nombre de tâches d'utilité publique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à m'intéresser à la question de la spiritualité, et plus particulièrement en lien avec les processus de rétablissement. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, la plupart des troubles psychiques ne sont pas monolithiques. Et même pour les maladies les plus inquiétantes à nos yeux, comme la schizophrénie ou les troubles psychotiques, si l'on a longtemps considéré qu'une personne ayant souffert de psychose était malheureusement condamnée à vivre de cette manière pendant toute sa vie, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. De toutes les personnes qui ont eu au moins un épisode psychotique intense, un tiers se rétablira durablement sans plus jamais vivre d'épisode de cette nature, un tiers connaîtront des améliorations et des péjorations tout au long de leur vie, mais en pouvant malgré tout se reconstruire une réelle qualité de vie, même à travers les épisodes les plus difficiles, et puis un tiers malheureusement connaîtra une péjoration régulière jusqu'à vivre des états durablement difficiles. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on trouve en soi la ressource d'aller mieux après avoir connu un gros pépin de santé mentale? C'est tout ce thème du rétablissement qui a gagné énormément de visibilité dans le domaine médical et psychosocial depuis un certain nombre d'années, et je suis heureux d'avoir été aux avant-postes quant à cette compréhension, puisque j'ai été dès 2003 l'un des premiers dans les pays francophones européens à faire connaître ce que le Québec, qui était pionnier en la matière, avait commencé à faire comprendre quant à la réalité de ces processus. J'ai également eu l'honneur de créer le premier collège de rétablissement de Suisse, à Genève, qui poursuit ses activités actuellement. Et vous voyez de monter notamment des programmes de formation spiritualité et rétablissement. Un collège de rétablissement en quelques mots, c'est un dispositif ouvert où l'on co-construit des formations brèves à l'intention de publics en difficulté psychosociale, toujours sur la base de leurs propres demandes. Nous ne savons pas à leur place ce dont ils ont besoin, nous leur demandons. Et quand nous récoltons les besoins, nous co-construisons entre professionnels et personnes concernées engagées dans un rétablissement des offres de formation courtes traitant de différents sujets qui peuvent être utiles, à vrai dire, à tout un chacun. La participation au cours est ouverte et gratuite. Nul n'a à dire ou révéler à quel titre il y participe. Et par exemple, un cours spiritualité et rétablissement pourrait voir des personnes souffrant de différents troubles psychiques, des professionnels intéressés par ces questions, voire des prêtres ou des personnes consacrées qui s'intéresseraient à mieux comprendre ce que les pratiques spirituelles peuvent apporter comme amélioration pour la santé, des journalistes, des membres des familles, des étudiants, vous voyez. Et les co-participants du cours
contribuent chacune, sur la base de son expérience et de sa compréhension des choses, au processus de formation. Cela dit, j'ai également tout un parcours plus classique en anthropologie, l'anthropologie de la santé et la spécialisation dans laquelle je me suis développé, mais j'ai également présidé pendant une quinzaine d'années la Fondation pour le musée d'ethnographie de Genève. Nous avons mené à bien avec la ville de Genève et le canton et différents cercles concernés la construction d'un nouveau musée d'ethnographie qui a reçu un prix européen en tant que nouveau musée. Et puis j'ai été l'auteur de cette monographie Chaman guérisseur médium, les différentes voies de la guérison, en 2011, qui depuis a été publiée dans le livre de poche aux éditions Pocket. Pour la petite histoire, ce livre m'a valu des attaques des zététiciens, qui malheureusement sont des gens peu éduqués et cultivés, qui se sont mis à prétendre que si j'avais écrit sur les chamans, c'est que je n'étais pas quelqu'un de sérieux. Donc il faut aussi tenir compte, selon cette logique, que Claude Lévi-Strauss, l'immense anthropologue académicien, n'est pas sérieux vu qu'il a fait un travail extrêmement substantiel autour de l'analyse des rituels chamaniques. Ceci m'a ouvert toutes sortes de portes. J'ai notamment été donné une conférence co-organisée par le Collège de France récemment. Et puis vous voyez qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment un intérêt ancien. J'ai mis juste un extrait du programme du congrès d'anthropologie médicale appliquée au développement à la santé qui s'est déroulé en l'an 2000 à Montréal. Alors là encore, certaines personnes ont dit que j'étais autoproclamé, donc vous voyez que autoproclamé au soir d'une longue carrière, puisque en tant qu'anthropologue, bien sûr, j'ai fait une présentation parmi mes pairs, en l'occurrence autour du modèle des 12 étapes hérité des alcooliques anonymes et qui inclut la spiritualité comme agent majeur du rétablissement. J'ai aussi eu la chance d'être invité dans une quinzaine d'universités et de hautes écoles en santé, et notamment dans le premier certificat d'études avancées santé, médecine et spiritualité mis sur pied par l'École polytechnique fédérale de Lausanne et la faculté de médecine, à l'invitation d'un homme remarquable qui s'appelle le professeur Jacques Besson, psychiatre, chef pendant longtemps de la psychiatrie communautaire et qui dit des choses absolument passionnantes. C'est à mon sens le meilleur connaisseur dans l'univers médical francophone de ces processus. Ensuite, j'ai rencontré Marc Robert Wallman, qui a été le co-auteur avec qui j'ai co-rédigé ce livre paru chez Marabout, Votre cerveau est votre meilleur allié, neurostratégie et pratique pour vous faire du bien. Et Marc est quelqu'un avec qui j'ai noué très vite une grande amitié, notamment parce qu'on s'est aperçu qu'on avait eu les mêmes intérêts et à peu près le même type de parcours. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des grands universitaires, même si nous avons été souvent invités à présenter nos travaux dans un cadre universitaire et que nous avons collaboré avec de très bonnes équipes. Et puis, nous avons toujours été intéressés par l'évolution personnelle, par la culture, par les pratiques de santé, c'est-à-dire toutes ces médecines traditionnelles, ces ethnomédecines, comme on les appelle aujourd'hui. Et Marc se trouve être l'auteur, avec Andrew Newberg à l'Université de Philadelphie, d'un nombre d'ouvrages absolument paradigmatiques en la matière. Ils ont été une des deux grandes équipes de recherche aux États-Unis, avec celle de Richard Davidson à l'Université du Wisconsin, qu'on connaît aussi un peu, parce que Davidson a beaucoup utilisé l'électroencéphalogramme sur les méditants, notamment Mathieu Ricard et des lamas tibétains. Mais Newberg et Wallman, de leur côté, ont vraiment défriché un terrain absolument considérable autour de l'effet neurologique des pratiques spirituelles et l'investigation des phénomènes de croyance et de langage. Donc je vous ai mis là un petit florilège des livres. Alors, principe de neurothéologie et neurothéologie en haut à droite, c'est la production spécifique d'Andrew Newberg. Et puis les 4 qui figurent en gauche d'écran. Born to Believe, Né pour croire, c'est une investigation absolument magnifique de la manière dont nous sommes tissés de croyances. Nous pouvons au mieux nous approcher du réel, ce que Michel Maffezoli, reprenant l'œuvre de Pierre Abélard au XIIIe siècle, appelle le vraisemblable.
Nous pouvons effectivement porter des regards et dessiner des perspectives qui sont vraisemblables, qui s'apparentent au vrai sur le réel. La vérité absolue, c'est une autre paire de manches, mais toujours est-il que nous sommes des êtres de croyance, et ça n'est pas une tare en soi. Encore faut-il savoir habiter, apprivoiser et connaître les limites de nos propres croyances. Le livre que vous trouvez en bas en jaune s'appelle « Comment Dieu change votre cerveau ». Et de tous leurs livres, c'est celui qui s'est le mieux vendu. Il a été un best-seller aux États-Unis. Et notamment pour une raison très amusante, qui est qu'alors que Mark Waldman est athée et que Andrew Newberg est agnostique, les croyants ont trouvé dans ce livre la preuve, à leurs yeux, que le cerveau est configuré pour tisser une relation avec son créateur, pour entrer en relation avec son créateur. Et les athées y ont trouvé la confirmation, à leurs yeux, que Dieu n'est qu'une idée dans le cerveau, sans correspondance dans la réalité. Mais toujours est-il qu'ils ont fait un travail absolument passionnant, et le cœur de leurs propos authentiques, c'est le fait de dire qu'il s'agit d'un mot qui est tellement gorgé de sens, que quelles que soient vos convictions, athées ou croyants ou agnostiques, dès que vous entendez le mot Dieu, si on vous met dans un PET scan ou une IRM fonctionnelle, on va voir un feu d'artifice se déployer dans votre cerveau tellement le mot est riche et mobilise toutes sortes de logiques à l'intérieur de vous-même. Et puis ils ont continué autour des états, alors ça se traduit mal en français malheureusement, enlightenment, ça serait illumination en français, mais illumination ça fait un peu illuminé, alors que enlightenment en anglais c'est plus éclairé. Et ils se sont intéressés dans cet ouvrage aux conditions dans lesquelles parfois nous avons des expériences de conscience dites transformationnelles. Nous pataugeons par rapport à une difficulté, nous sommes en déni par rapport à des choses problématiques dans nos vies, et tout à coup, l'ampoule s'allume, nous percutons, et cette prise de conscience nous transforme. C'est le sens de How Enlightenment Changes Your Brain. Et ils ont également produit un livre qui est le seul traduit en français, Words Can Change Your Brain, qui est traduit par La Clé de la communication aux éditions de l'Homme en français, où ils font tout un repérage extraordinaire sur précisément le sens et l'intensité de résonance neuropsychologique au contact de certains mots. Alors toute cette connaissance, je la travaille depuis longtemps, et puis, ayant perdu mes différentes sources de revenus à la faveur du Covid, j'ai décidé de les rendre accessibles à travers un site où je propose des programmes de formation, y compris sur le sujet qui nous intéresse. Et puis j'aurai le grand bonheur en début d'année 2023 de enfin, j'y travaillais quand le Covid est arrivé, lancer le programme BrainFit, qui est en fait une adaptation au monde du travail de ce que les neurosciences ont mis en lumière, et donc de la manière dont nous pouvons mieux vivre dans un contexte professionnel qui est quand même assez éloigné à bien des égards de ce pourquoi notre cerveau s'est développé au cours de millions et de millions d'années. Cela dit, ce que je vais vous présenter ce soir repose essentiellement sur cette interface entre la spiritualité et la santé. Alors là encore, c'est assez amusant parce que beaucoup de personnes considèrent que la spiritualité, par définition, n'est pas un sujet sérieux, ou pour le dire autrement, n'est pas un sujet que l'on peut investiguer de manière rigoureuse ou scientifique. Pourtant, c'est un des domaines de recherche qui a le plus passionné les scientifiques et les médecins dans le domaine de la recherche médicale. Et vous voyez que si on entre le mot spiritualité dans PubMed, qui est le grand moteur de recherche des publications médicales, pour trouver le nombre de publications entre l'an 2000 et l'an 2022, aujourd'hui, on trouve plus de 21 000 résultats. Ça veut dire qu'il y a plus de 21 000 articles, méta-analyses, revues de littérature, monographies, chapitres de monographies qui ont été consacrés à cette question, et ce qui évidemment est énorme en termes de volume. Alors, ça soulève la question suivante. Pourquoi les médecins se sont-ils autant intéressés à la spiritualité ?
Une partie de la réponse tient probablement au fait qu'ils sont au contact de la vie, de la souffrance, de la mort, et que ça pose toutes sortes de questions existentielles pour eux-mêmes dans leur pratique. Mais évidemment que les patients dont ils s'occupent, je dis les médecins, mais les soignants au sens large, ça inclut les psychologues, les psychothérapeutes, les infirmiers, les aides-soignants, sont aussi au contact de cette condition humaine dans ce qu'elle peut avoir de très douloureux ou vulnérable par moments. Et donc, la spiritualité est aussi un objet de questionnement de la part des patients, et avec des soignants qui, pris dans un rôle professionnel aujourd'hui assez technique, se sentent souvent empruntés pour entrer en matière par rapport à un sujet sur lequel des patients leur demandent souvent d'entrer en matière. Et puis, nous le verrons dans quelques instants, il y a aussi cette compréhension de la manière dont une personne vivant sa spiritualité peut y trouver un point d'appui pour sa santé, pour un processus de rétablissement, ou pour vivre sa maladie d'une manière qui soit différente que quelqu'un qui n'aurait pas un tel recours. Alors voilà, il y a énormément de littérature qui est publiée, elle est essentiellement en anglais, mais on trouve pas mal de traductions en français aujourd'hui. Et dans l'univers francophone, je peux en tout cas vous recommander bien sûr l'œuvre de Jacques Besson que j'ai mentionné précédemment, c'est le livre qui figure à droite, Addiction et spiritualité. Jacques Besson est un grand addictologue et il a résumé ça dans ce livre qui est menu mais dense de contenu. Et puis une autre référence intéressante, c'est Psychologie et spiritualité sous la direction de Nicolas Rousseau et Élise Renard, toute une équipe de l'Université de Nantes. C'est publié chez Duno. C'est vraiment un très très bon repérage. C'est assez conceptuel, c'est vraiment de la littérature professionnelle, mais c'est de grande qualité et je ne peux que chaleureusement le recommander. En ce qui me concerne, le point de départ de mon expérience professionnelle par rapport à ce sujet remonte à 2003. Et la première publication, 2002, pardon, et la première publication par des équipes québécoises, notamment Hélène Provencher, mais aussi Aileen Corin, qui était à l'Université McGill de Montréal, qui précisément se sont intéressés à la question du rétablissement. Le mouvement du rétablissement, qui aujourd'hui est une des références fondamentales en santé mentale, est intéressant parce qu'il est né de l'interpellation de personnes qui avaient vécu des processus de rétablissement adressés aux professionnels. Je me permets de vous livrer une anecdote pour illustrer cette réalité. En 1995, j'avais proposé aux hôpitaux universitaires de Genève, la division abus de substances, à l'époque dirigée par la doctoresse Annie Minot, de faire un repérage dans la littérature scientifique autour de l'addiction sur les processus de rétablissement. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait des gros bottins du téléphone en papier Bible qui rassemblaient les dernières connaissances dans des textbooks qui étaient révisés à intervalles réguliers. Et donc, j'ai passé plusieurs semaines à écrémer le textbook le plus à jour en voyant ce que je pouvais trouver autour du rétablissement. Donc, ce processus intérieur par lequel une personne, à un moment donné, va connaître un déclic et pouvoir faire un bout de chemin vers le aller mieux, et bien sûr un aller mieux qui n'est pas un retour en arrière. C'est comme le Covid, le monde d'avant, on l'oublie. On ne peut pas revenir au monde d'avant. Et une personne qui vit un trouble ou une maladie psychiatrique intense ne peut pas revenir en arrière. Par contre, elle peut aller de l'avant et se construire avec la difficulté, dans laquelle on peut même parfois trouver des richesses ou des éléments de construction. Et quand en 1995 j'ai abordé ces 3000 pages de texte, j'étais évidemment plein d'espoir qui s'est obscurci au fur et à mesure des semaines qui passaient parce qu'il n'y avait, tenez-vous bien, pas une ligne sur les processus en question. Il y avait des pages et des pages sur qu'est-ce qui fait qu'une personne devient alcoolodépendante ou toxicomane. Toutes sortes d'explications très spéculatives la plupart du temps,
mais où de doctes savants expliquaient pourquoi une personne en arrivait à cela. Il y avait des centaines et des centaines de pages sur comment soigner ces personnes, comment les traiter. Mais qu'est-ce qui fait que de deux personnes arrivant à peu près dans le même état, dans le même système de soins, avec le même besoin, l'un arrivera à tirer profit de ce qu'on lui propose et l'autre pas? Qu'est-ce qui fait que des méthodes aussi différentes que la psychanalyse, des groupes d'entraide, des institutions assez coercitives comme il en existait à l'époque, ou un processus parfaitement spontané, quelque chose se produisait à un moment donné qui n'aurait pas pu se produire avant ou après. De cela, il n'y avait strictement rien. Et c'est par rapport à cette difficulté des professionnels qui glosaient et discouraient, mais sans s'intéresser au plus important, qu'est née l'interpellation des personnes concernées, et notamment un certain nombre d'entre elles qui, lassées de ne pas être prises au sérieux par l'univers académique et médical, ont fait des formations dans des domaines reconnus, doctorat en médecine, doctorat en soins infirmiers, doctorat en psychologie, doctorat en sociologie, ou même pas doctorat, mais des formations qualifiantes, et qui après sont revenus vers les médecins et les universités en disant « Eh, quand vous parlez sur nous, c'est intéressant à écouter, mais nous qui avons vécu ça de l'intérieur, nous pouvons vous dire qu'il manque quelque chose d'absolument essentiel, et ce qu'il manque d'essentiel, c'est ce que nous pouvons vous apporter. C'est la grande pièce du puzzle qui vous manque. » Et de là est né quelque chose de beaucoup plus empirique, pragmatique, expérientiel, c'est-à-dire l'analyse de ces moments de transformation sur le parcours de quelqu'un permettant d'aller vers un mieux-être. Et donc voilà, c'est ça que j'ai travaillé intensivement à faire connaître à l'époque. Et c'est ça le lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on aborde la question des processus de rétablissement, eh bien, l'on trouve la spiritualité de multiples manières. Alors, je vous ai mis ici un résumé du modèle Chime, ce n'est pas le seul qui existe, il y a plusieurs modélisations qui sont proposées, mais vous voyez, ce modèle-là propose qu'il y a en fait 5 vecteurs du rétablissement, qui évidemment sont présents dans des répartitions ou des proportions différentes pour tout un chacun. Le premier, c'est la connexion aux autres et à la communauté. C'est vrai qu'une personne schizophrène ou alcoolique n'a pas une inscription très aisée dans le collectif, et dans le processus de rétablissement, il y a toujours quelque chose qui se restaure de la connexion aux autres. Les groupes d'entraide réunissant des personnes souffrant d'une même difficulté étant évidemment particulièrement qualifiants de ce point de vue-là. Parce que par exemple, une personne alcoolique est accueillie aux alcooliques anonymes comme étant un membre de la tribu avec toutes les chances de se rétablir, alors qu'un alcoolique dans la cité est plutôt considéré avec méfiance ou mis à l'écart. Le deuxième vecteur, c'est l'espoir. C'est clair que personne ne devient adulte en se disant quand je serai grand, je serai toxicomane ou schizophrène, et quand ce vécu se développe et s'installe dans la vie de quelqu'un, il s'accompagne de beaucoup de souffrance, de beaucoup de détresse, et très souvent de désespoir. Et donc, au cœur des processus de rétablissement, il y a ce débarquement d'une forme d'espoir, souvent d'ailleurs au contact de personnes qui elles-mêmes ont été malades et ont trouvé le chemin vers un mieux-être. Troisième élément, c'est la reconfiguration de l'identité personnelle, d'une manière qui ne se limite pas à la difficulté ou à la maladie. Donc c'est vrai qu'au début, les personnes ont tendance à ne se voir elles-mêmes que comme psychotiques ou dépendantes. Et puis après, elles se disent non, c'est un paramètre de ma personnalité, ça correspond à une expérience que j'ai, mais j'ai beaucoup d'autres talents, j'ai beaucoup d'autres compétences, j'ai beaucoup d'autres potentiels, je ne suis pas réductible à cette difficulté. Le point suivant est la signification et le sens à la vie.
évidemment, des parcours comme ceux qu'on évoque sont des parcours douloureux, sont des parcours qui sont perçus par la personne la plupart du temps comme un échec. Et à un moment donné, il est important qu'elle puisse donner sens à ce qui lui est arrivé, de sorte à pouvoir se projeter vers quelque chose de désirable. Et cette notion de rétablissement qu'on a minimisée ou occultée pendant longtemps est très très importante. C'est-à-dire que je peux être bipolaire, mais en rétablissement. Je peux être schizophrène, mais en rétablissement. Je peux avoir des troubles de la personnalité et être en rétablissement. Et enfin, le dernier vecteur, évidemment, je passe en raccourci, vous m'en excuserez, c'est le sentiment de contrôle et les pouvoirs d'agir. C'est-à-dire des pouvoirs d'agir concrets. Si j'entends des voix dans ma tête, comme le commun des mortels écoute la radio, qu'est-ce que j'en fais? Si ces voix sont agressives, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Si j'ai un besoin irrépressible d'aller boire de l'alcool alors que je suis alcoolodépendant, comment est-ce que je me sécurise par rapport à ça? Et donc il y a tout un ensemble de savoirs, de pouvoirs d'agir pragmatiques et concrets que les personnes peuvent développer, mais aussi se transmettre les unes aux autres. Et donc vous voyez, c'est toute cette reconfiguration de la relation à soi-même, des relations aux autres et de la relation au monde qui est en jeu, avec notamment ce qu'on appelle techniquement, en l'ayant là encore adopté des alcooliques anonymes, le concept d'une puissance supérieure à soi-même. Alors, pour une personne religieuse, évidemment que ça pourra prendre le visage de Dieu ou d'un prophète ou du sauveur, mais pour une personne qui n'est pas religieuse, il y a malgré tout la possibilité d'invoquer et de se relier à une puissance plus forte que soi-même, qui souvent d'ailleurs peut être la bienveillance des autres à son égard, l'espoir qui naît de partager avec des personnes qui ont eu une même difficulté et qui ont trouvé le chemin d'une amélioration, la beauté de la nature. Vous voyez, ça peut être des choses qui ne sont pas connotées religieusement, mais il est besoin pour une personne d'avoir accès à une puissance supérieure ou une certaine représentation d'une puissance supérieure pour l'aider sur ce chemin, sachant que dans la relation directe entre elle et sa difficulté, elle s'est vécue en échec. Et donc il est besoin que quelque chose de supérieur à elle-même vienne l'aider, ce qui produit ce que l'anthropologue Gregory Bateson, qui a été un des fondateurs de l'école systémique, a appelé un recadrage de la difficulté. Et tout ceci nous replonge au cœur de ce mystère de l'existence qui, à la fois, comme le disait Jean d'Ormesson, est une vallée de larmes et un jardin de roses. Il y a toute cette beauté en ce monde qui est enivrante, qui est profondément poignante et émouvante. Et puis il y a aussi ces réalités de la souffrance, de l'impuissance face à la souffrance, du malheur. Et donc, nous sommes tous, si tant est que nous n'ayons pas refermé ce questionnement, confrontés au mystère de la condition humaine. Et à ce stade de mon parcours, je pourrais proposer plusieurs définitions différentes, et je le ferai, mais peut-être que la plus cardinale, la plus essentielle de la spiritualité, c'est la contemplation du mystère. Dans cette position étrange où nous n'épuiserons probablement jamais cette question, nous ne lui trouverons jamais de réponse définitive. Par contre, on peut observer qu'il y a des gens qui ont refermé ce questionnement. Puisqu'on ne peut pas savoir, ça ne sert à rien de chercher à savoir, et qui vivent des vies extraordinairement restreintes au matériel, en évitant de penser à la mort, à la finitude, qui fait partie du mystère. Et les personnes qui, à l'inverse, ont gardé ouvert ce questionnement, et qui l'empoignent pour cheminer avec. Alors, une question qu'on nous pose souvent, c'est quelle est la différence entre la religion et la spiritualité ? Bien sûr, il y en a une, ça n'est pas pareil. Et la religion, d'un point de vue socio-anthropologique, on pourrait dire que c'est un corpus de mythes. Alors,
Je prends la précaution oratoire de rappeler qu'en anthropologie, le terme de mythe n'est pas dépréciatif. Dans le langage courant occidental, on parle de mythe pour quelque chose qui n'est pas vrai. Les mythes de la croissance. Mais en anthropologie, le mythe, c'est un récit paradigmatique fondateur de nature symbolique qui éclaire la réalité des choses. Et donc la religion, c'est un corpus de mythes, de récits, de textes sacrés et de rites, c'est-à-dire de moments découpés du temps profane où l'on communie avec la dimension spirituelle sur la base des mythes qui sont pratiqués à l'intérieur d'une société. Et forcément dans une dimension communautaire ou collective. Je réserve temporairement la définition de la spiritualité, mais on pourrait relever que dans toute voie religieuse, la religion c'est une proposition, on peut repérer qu'il y a au moins 3 dimensions. Une, c'est une dimension sociale, en appartenant à une communauté religieuse, en allant à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou au cercle de tambour chamanique, je me signifie moi-même comme appartenant à un groupe social, sachant qu'il y a un ensemble de bénéfices relationnels et émotionnels que je vis dans le fait de me sentir appartenir à une tribu. Il y a une dimension morale, c'est-à-dire que chaque religion s'accompagne d'un code de vie, d'un ensemble de prescriptions et de proscriptions, donc ce qui est obligatoire ou attendu, ou ce qui est découragé ou interdit. Et aujourd'hui, il est de bon ton de rigoler de ces vieilles morales, mais je répète parfois que si les agences de santé, nos gouvernements et Pfizer avaient respecté les 10 commandements, notamment tu ne mentiras point, tu ne voleras point et tu ne tueras point, eh bien nous en serions à un stade beaucoup moins préoccupant aujourd'hui. La morale, elle cadre notre existence humaine, elle peut être inspirante selon la manière dont elle est formulée, mais elle peut aussi endommager le cerveau, notamment dans des traditions trop fanatiques, trop extrémistes. Si chacun de nos défauts humains naturels est vécu dans le jugement et la condamnation, il y a quelque chose qui va ne pas être très bénéfique à vivre pour les personnes inscrites dans une telle tradition. Et enfin, le troisième pôle, c'est celui de la mystique ou de la spiritualité. Et évidemment que nous allons développer cela pour voir ce dont il s'agit, mais on pourrait dire que c'est justement cet élan de contemplation du mystère et de transformation de la personne, de l'être, au contact du mystère. Et ceci, cette valence de la religion est inscrite ou portée par certains réseaux, circuits très spécifiques du cerveau. Et lorsque c'est nourrissant, lorsque c'est authentique, ça permet vraiment un développement et une transformation intérieure de la conscience, mais aussi du cerveau, sur laquelle cette conscience s'appuie. Alors, pour approfondir cette question de la spiritualité, je dois vous inviter dans une compréhension un peu particulière, mais qui est qu'aujourd'hui, nous avons vraiment la confirmation par les neurosciences que notre cerveau ne perçoit pas le monde comme une plaque photographique imprime les ondes lumineuses. On a longtemps cru ça. Notre cerveau était une espèce de tableau noir, et puis la craie de nos perceptions inscrite de la mémoire, et donc que notre cerveau perçoit le monde. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'en est rien. Notre cerveau, en fait, simule le monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations à gérer qu'il part d'un ensemble de présupposés sur les choses, ce qui est très économique en termes de ressources neurologiques, et se contente en quelque sorte de vérifier régulièrement qu'il est dans le juste. Et ce qui fait, par exemple, qu'il peut y avoir quelque chose de changé, par exemple, dans l'entrée de notre immeuble. Il y a quelque chose qui n'était pas là hier et que je ne remarque même pas. Parce qu'en fait, nous nous promenons la plupart du temps dans cette simulation de réalité.
Alors bien sûr, c'est une simulation qui est suffisamment proche du réel pour assurer notre sécurité, mais en même temps, c'est une simulation. Et donc, par exemple, il n'y a pas de couleur dans le monde. La couleur, c'est la manière dont notre cerveau traduit des longueurs d'onde différentes pour nous donner une représentation dans laquelle nous puissions nous mouvoir. Mais il n'y a pas de jaune, de rouge, de vert dans le monde. Ceci existe dans la manière dont nous codons, dont nous interprétons la réalité. Et donc il y a toujours une part d'hallucination dans ce que nous considérons comme être notre perception du monde. De nouveau, c'est en général suffisamment proche du réel pour ne pas poser problème. Mais si par exemple, je crois que c'est une expérience qu'on a toutes faite, vous êtes un jour chez vous et vous êtes sûr d'être seul, alors qu'en fait il y a une personne avec qui vous vivez qui tout d'un coup apparaît dans votre champ de vision, vous allez faire un monstre bond. Non pas parce que vous avez soudainement peur de votre femme ou de votre fille, mais parce que la simulation du monde dans laquelle vous étiez ne contenait pas cette présence. Et en fait, le choc, il naît essentiellement du constat de ce décalage, si vous voulez. C'est des questions évidemment assez complexes, donc j'espère que j'arrive à les décrire d'une manière qui est suffisamment compréhensible. Alors, Gregory Bateson, que j'ai déjà évoqué plus tôt, lui proposait qu'en fait, la religion au sens le plus strict, c'est nous relier à ce qui existe, est au fond la carte du monde dont dispose intérieurement chaque personne. Et cette carte du monde, elle est faite d'un ensemble de présupposés, d'expériences vécues que nous avons traduites en règle générale, de récits que nous avons entendus et qui se sont inscrits en nous. Par exemple, une chose que peut-être un certain nombre d'entre vous avez entendue au cours de votre vie, quand moi j'étais enfant, on me disait « si tu louches et qu'il y a un courant d'air, tu vas rester avec un strabisme ». On se demande pourquoi les adultes racontent des trucs comme ça aux enfants. Mais donc, vous voyez, dans la carte du monde de l'enfant existe ce risque. Puis à un moment donné, il découvre que c'est des conneries, donc sa carte du monde se débarrasse de ça. Mais donc nous avons tous au plus intime de nous-mêmes une carte du monde. Et pour Bateson, c'était vraiment ça la religion. Alors on peut la partager avec d'autres à l'intérieur d'une appartenance, mais au fond c'est toujours quelque chose de singulier. Alors si on prend ce double axe, la religion d'un côté et la spiritualité de l'autre, eh bien on peut voir effectivement, ça s'est inspiré des travaux de Newberg et Waldman, que vous pouvez être spirituel et religieux, vous êtes inscrit dans une tradition religieuse et vous êtes intéressé par le mystère et ce que votre tradition vous propose comme bâton de pèlerin à la rencontre de ce mystère. Aux États-Unis, ça implique 2/3 des pratiquants des différentes religions. Maintenant, vous pouvez aussi, dans le cadran supérieur droite, être spirituel et pas religieux. Vous avez cet intérêt pour le mystère et la conscience, mais n'avez pas envie d'inscrire votre démarche dans une religion. C'est tout à fait possible, bien sûr. Les religions, malgré tout, apportent beaucoup de choses, donc ça n'est pas très simple de vivre une spiritualité à l'extérieur d'une religion, mais ce n'est pas du tout impossible. Vous pouvez, dans le cadran inférieur droit, être religieux mais pas spirituel. Vous aimez pratiquer une religion, vous vous sentez à l'aise dans votre paroisse, mais les questions relevant du mystère, ça ne vous intéresse pas. Et puis vous pouvez, c'est le cadran en bas à gauche, être ni spirituel ni religieux. Ça ne vous intéresse pas. Vous n'allez pas chercher midi à 14h, puisqu'on ne peut pas savoir à quoi bon perdre son temps. Et vous voyez que Newberg et Waldman proposent qu'on trouve des athées, des agnostiques, certains scientifiques, évidemment que personnes très matérialistes ou très réductionnistes dans le matérialisme peuvent se situer à cet endroit-là. Alors après tout ça, je ne vous ai toujours pas dit grand-chose autour de la spiritualité, et donc on va aller voir dans la recherche. J'ai trouvé cette revue systématique de littérature publiée en 2021 par une équipe brésilienne extrêmement bien faite, fort intéressante.
Une revue systématique de littérature, c'est un peu, si vous voulez, une synthèse des différents courants de recherche et de ce qu'elles ont mis en lumière. Et donc voilà ce que les auteurs proposent. Ils proposent au fond 3 idées fondamentales, qui est d'abord que la spiritualité est une caractéristique individuelle et dynamique de l'être humain. C'est une fonctionnalité de l'espèce, comme la sexualité ou l'affectivité. Et donc c'est un potentiel qui est là dans le kit de départ, j'ai envie de dire. D'ailleurs, pour en revenir à cette image précédente de l'être humain contemplant le cosmos, il y a au tout début des Métamorphoses d'Ovide, grand texte de la littérature latine, ces vers qui disent « Alors que tous les autres animaux marchent avec le regard tourné vers le sol, le Dieu qui a créé l'univers a donné à l'être humain un visage élevé capable de se tourner vers les étoiles. » Alors après, on choisit de se tourner vers les étoiles ou pas, mais ça fait partie du kit de départ. La spiritualité dans la vie d'une personne s'exprime par des croyances, des pratiques et des expériences dans la recherche d'une connexion avec quelque chose qui favorise le sens et la croissance personnelle. Donc il y a toujours une abstraction synthétique, puissance supérieure, qui peut être personnifiée, comme dans le cas d'un dieu ou de dieux au pluriel, ou rester abstrait, mais qui porte en lui-même le potentiel de cette croissance et de cette évolution. Il est intéressant de ce point de vue-là de savoir que les chrétiens des tout débuts du christianisme ne s'appelaient pas eux-mêmes les chrétiens, c'est un terme qui est apparu à Antioche de Syrie selon les Actes des Apôtres, mais se décrivaient comme étant les adeptes de la voie, ceux qui pratiquent un certain chemin. Et que ceci a vocation, 3e point, de conduire au développement de valeurs et de sentiments intérieurs positifs. Et nous verrons dans un tout petit moment à quel point ceci est entièrement confirmé par les neurosciences. Alors, quand on analyse les publications, ce qu'ont fait les auteurs, c'est une revue systématique de littérature, on voit effectivement que cet aspect de connexion ou de relation ou d'accord profond avec le monde, avec l'univers, est vraiment présent dans la plupart des cas, que cela donne un but, un sens ou une raison d'être, et que ce sentiment de connexion à la spiritualité se produit en relation avec une puissance supérieure, Dieu ou le divin. Là, on parle de la littérature, on ne parle pas de l'expérience des gens. Ces pourcentages sont plus élevés de mon point de vue au niveau expérientiel, mais dans la littérature scientifique traitant de ces questions, la relation avec le divin et une puissance supérieure est évoquée dans 40% des articles. Relation avec quelque chose de transcendant, avec d'autres personnes, la connexion à soi et ou la connexion avec la nature. Donc d'une certaine manière, vous me direz, ça nous fait une bonne jambe, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaye de réfléchir intellectuellement ou scientifiquement, entre guillemets, les phénomènes, c'est pas forcément aussi riche que la matière dont il s'agit. Mais en tout cas, ce qu'on peut observer sur le plan sanitaire, c'est qu'il y a un ensemble de preuves suggérant un effet significatif sur la santé physique, mentale et sociale. Alors vous voyez Dr Salman qui dit sur les plateaux télé « Les croyants vivent 7 ans de plus ». C'est le haut de la fourchette, mais en tout cas, il y a une amélioration de l'espérance de vie si vous appartenez à une communauté religieuse, paroisse, mosquée, synagogue, cercle de tambour chamanique. Mais on peut aussi documenter que la spiritualité s'accompagne généralement d'une diminution des consommations de substances psychoactives, des tentatives de suicide et de la dépression. Les personnes croyantes sont moins souvent hospitalisées que les personnes non croyantes, elles s'adaptent mieux à leur maladie, elles ont une meilleure adhésion au traitement et surtout, c'est la grande surprise, des taux de mortalité plus faibles. Et donc, ça rejoint ce que l'on savait aussi sur l'importance d'un réseau social de qualité. C'est une étude très très souvent citée qui montre que la chance de survie à n'importe quel âge est augmentée de 50%
pour les personnes qui participent à des relations sociales fortes. Donc évidemment, on meurt beaucoup moins à 30 ans qu'à 85 ans, mais que vous ayez 30 ans ou 85 ans, votre chance de survie est augmentée de 50% par rapport à quelqu'un qui vit isolé et ou qui ne pratique pas la spiritualité avec d'autres personnes. Et donc c'est exactement ces questions-là qui ont tellement intéressé les chercheurs et les médecins, d'où les plus de 21 000 articles parus dans la littérature. Un autre sujet passionnant dont il faut absolument que je vous parle, c'est celui des recherches autour des expériences de guérison spontanée. Et en fait, ces phénomènes, pendant longtemps, ont en quelque sorte embarrassé les médecins. Comme si c'était gênant. Si quelqu'un avait un pronostic, cancer terminal de stade 5, 3 mois à vivre, elle avait 3 mois à vivre. Et si 5 ans après, elle n'a plus de cancer et qu'elle a vécu, vous voyez, je caricature à peine, il y avait vraiment quelque chose d'un peu choquant pour la toute-puissance médicale. Et alors que la position de recherche naturelle, c'est de se dire « Ah, mais attendez, il y a un truc à comprendre là, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ?» Eh bien, en fait, ça a mis énormément de temps à devenir un sujet de recherche. Et ici, je vous présente 2 exemples de personnes qui vraiment ont fait le travail, ont fait le taf par rapport à cette question. Kelly Turner, docteur en psychologie qui était à Harvard précédemment, et qui a monté ce projet Radical Remission, où elle documente, elle invite les témoignages de personnes qui avaient des diagnostics incurables et qui ont connu des rémissions inexpliquées, évidemment qu'elle documente le dossier médical à l'appui. Souvent les médecins, dans leur hyper-rationalisme, sont tentés de dire « ouais, mais ça a dû être une erreur de diagnostic ». Tandis que là, vraiment, ils documentent et ils montrent que dans un certain nombre de cas, qui évidemment restent marginal, une personne souffrant d'un cancer terminal de phase 5, en règle générale, meurt dans les 3 mois où Dieu sait quelle est l'espérance de vie qu'il leur est donnée, mais il existe un nombre significatif de cas où le devenir a été complètement différent. Et donc, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Et comme pour le rétablissement en santé mentale, est-ce qu'on peut inférer des principes agissants qu'on pourrait recommander aux personnes dans ces cas-là ? Et donc, Jeff Rediger, qui est aussi à Harvard, qui est psychiatre, a fait une recherche comparable pendant 17 années. Le livre a été traduit et publié en français aux éditions Lattès, Guéri, enquête au cœur des guérisons spontanées. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Mais donc, il y a des changements de trajectoire de vie, parfois même presque choquantes par leur intensité, mais qui montrent qu'il y a des ressources et de guérison en nous qui vont beaucoup plus loin que ce que la mentalité collective et la biomédecine actuelle considèrent la plupart du temps. Alors, après ces explorations, il est temps de nous plonger dans la grande aventure scientifique de notre temps, avec l'astrophysique et la microbiologie. L'astrophysique, vous savez qu'aujourd'hui, dans ce qu'on comprend de l'univers, il y a des énormes taches aveugles. On ne sait pas de quoi est constitué l'essentiel de la masse de l'univers. La microbiologie, on a découvert que si nous ne vivions pas en symbiose dynamique avec tout un ensemble de bactéries, de virus et de levures, nous ne pourrions pas survivre. Donc le monde microbien n'est pas un ennemi dont il faut se défendre et qu'il faut chercher à détruire, mais c'est un univers complexe avec lequel nous sommes en interaction nécessaire pour notre santé. Et puis les neurosciences, donc c'est toutes ces possibilités ouvertes par notamment l'imagerie médicale, donc de voir en temps réel la manière dont fonctionne notre cerveau et qui était totalement hors d'atteinte précédemment. Et avec des modélisations et des représentations, ça c'est ce qu'on appelle the glass brain. C'est une tentative, évidemment que ça ne se passe pas du tout comme ça dans la réalité, mais de montrer quels sont les flux et les activations de différentes zones du cerveau en permanence,
sur lesquels se fondent nos expériences émotionnelles, nos expériences de pensée, nos expériences conscientes et inconscientes, avec cette extraordinaire communauté de cellules. On considère aujourd'hui qu'on a à peu près 90 milliards de neurones qui sont chacun capables de tisser jusqu'à 10 000 relations avec d'autres neurones, et puis des cellules gliales qui sont en quelque sorte celles qui prennent soin des neurones. Et notamment, vous avez ici une image du connectome à droite qui montre les faisceaux de fibres de réseaux de neurones, et vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec cette image qu'on avait tous précédemment, que le cerveau était une espèce comme une carte géographique avec des continents et des pays, avec des zones très très délimitées, des frontières. Et vous voyez, quand on plonge dans la réalité dont nous sommes tissés intérieurement, ça n'a plus rien à voir avec ça. Ce qui veut dire qu'il faut définitivement laisser tomber un certain nombre de concepts auxquels on a tous cru, parce qu'ils faisaient sens, mais ils étaient faux, comme le fameux cerveau à 3 étages, cerveau reptilien, cerveau mammifère et cerveau humain. C'est pas du tout comme ça que c'est construit. Et puis aussi ce mythe urbain de cerveau droite et cerveau gauche, qui dit que les capacités logiques et raisonnantes sont dans le cerveau gauche et les capacités intuitives et créatives sont dans le cerveau droite. Ça n'est pas du tout comme ça que ça se déroule. Cela dit, évidemment que c'était une métaphore qui avait une certaine pertinence, parce que nous avons effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux du centre exécutif, qui sont les compétences logiques et analytiques, puis nous avons effectivement des réseaux de créativité, notamment le mode par défaut. C'est pas du tout associé au cerveau droit et au cerveau gauche. Donc aujourd'hui, on réfléchit de moins en moins en zone du cerveau, mais de plus en plus en réseau. Il n'y a pas des parties, mais il y a des nœuds, des voies, des circuits, vraiment le réseau de connectivité. Et on en a identifié pour l'instant au moins 264. Cela dit évidemment que tous n'ont pas la même importance, ne sont pas associés au même type de processus psychique. Et les plus importants, vous voyez, c'est le mode par défaut qui est figuré en haut à droite. Nous parcourrons dans quelques minutes à quoi ils correspondent. Le réseau de salience figuré en vert. Le réseau exécutif dont je viens de parler, qui est en charge des compétences analytiques. Des réseaux sensorimoteurs pour gérer notre manière d'être inscrit et de nous bouger dans ce monde. Les réseaux frontaux, des réseaux subcorticaux. Et donc voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y a toute cette diversité constitutive à l'intérieur de nous, et qui est d'autant plus intéressante qu'à chacun de ces réseaux est associée une logique particulière du vivant. Et en fait, nous sommes composés de beaucoup de logiques différentes. Alors pour nous focaliser sur les 3 réseaux principaux, vous avez d'un côté, figuré à droite et en bleu ici, le réseau du contrôle exécutif, qui est tout ce qui gère notre concentration, notre compétence analytique et notre rationalité, si vous voulez. Tout à gauche, vous avez ce qu'on appelle le mode par défaut, qui est celui qui s'active précisément lorsque nous cessons de focaliser sur quelque chose. Donc si je me concentre sur le journal que je lis ou des équations que je veux résoudre, à un moment donné, quand je m'arrête, où je vais partir dans la lune. Je vais entrer dans cette attention flottante, avec des pensées qui sautent un peu du coq à l'âne, etc. Et ces 2 réseaux, central exécutif et par défaut, sont en fait antagonistes l'un de l'autre. Ce qu'il faut savoir par rapport au mode par défaut, c'est que de manière totalement contre-intuitive par rapport à l'expérience qu'on en a, quand nous cessons de nous concentrer intensément sur quelque chose, l'activité du cerveau augmente. C'est parce que quand on est concentré, l'activité est limitée ou plutôt condensée dans certaines zones relativement restreintes, et on a l'impression de faire un effort intellectuel, alors que quand on défocalise, l'entier du cerveau s'allume et partage énormément d'informations de manière infraconsciente
notamment pour faire la synthèse de ce sur quoi on s'est concentré. Et finalement, au centre, vous avez ce qu'on appelle le réseau de salience. C'est en fait celui qui attire notre attention sur une chose ou une autre. Alors, je vous livre en avant-première le modèle sur lequel nous allons travailler avec BrainFit. C'est une création originale, mais qui me paraît vraiment résumer au mieux le fonctionnement cérébral. Au cœur de notre architecture cérébrale, mais comme moteur de tout le système, il est figuré en bas en rouge, vous avez le système de motivation. En fait, c'est le cerveau neuroaffectif. La modernité a longtemps opposé la rationalité et l'imaginaire, l'émotion et la raison, et on sait aujourd'hui que c'est une erreur. Il y a toujours de l'émotion impliquée dans tout processus de raison. C'est-à-dire que le moteur est toujours allumé s'il se passe quelque chose dans votre cerveau. Évidemment que les émotions peuvent être plus ou moins intenses, et puis elles peuvent être plus ou moins harmonieuses ou plus ou moins disharmonieuses. Et ce noyau neuroaffectif, nous le partageons avec tous les mammifères et la plupart des espèces d'oiseaux. Il a certains circuits correspondant à des émotions de base ou à des affects de base. Par exemple, un de ces circuits, c'est le deuil, c'est le chagrin que l'on ressent lorsque l'on perd quelque chose ou quelqu'un d'important. Et par exemple, une vache à qui vous retirez son veau pour l'emmener à l'abattoir va meugler pendant 3 jours, vraiment de manière déchirante, parce qu'elle fait l'expérience du chagrin d'avoir perdu son petit. Et moi-même, par exemple, nous-mêmes, si par exemple je me fais virer de mon travail, du jour au lendemain, j'ai plus cette inscription professionnelle, mes relations avec mes collègues de travail, etc., je vais aussi ressentir un processus de deuil qui sera de cette nature. Et donc nous avons un ensemble de registres, alors je ne vais pas les détailler ici, mais qui sont toujours actifs. On les distingue dans le langage courant entre émotions positives et négatives, ça n'a pas vraiment de sens, si ce n'est que les émotions dites négatives sont pénibles à ressentir. Donc, on a fait des expériences avec des animaux en laboratoire. Si vous leur donnez la possibilité de stimuler un centre du plaisir, donc d'émotions positives, ils seront ravis de le faire. Mais si vous leur mettez une électrode qui leur permet de stimuler la tristesse ou la colère, ils s'éloigneront du dispositif parce qu'aucun d'entre nous n'aime ressentir ça. Mais ça fait partie de notre vivance que d'avoir accès à ce panel d'émotions qui, bien sûr, sont aussi des signaux par rapport à ce que nous vivons, et notamment le fait que nos besoins fondamentaux soient comblés ou non. Ensuite, nous avons le circuit de la cognition, de la performance cognitive, c'est-à-dire tout ce qui nous permet d'évaluer, de raisonner et de comparer ce qui nous arrive avec notre expérience ou notre savoir accumulé. En contrepoids, vous avez la créativité, donc le mode par défaut. Et il faut savoir que quand on est dans la cognition, nous ne pouvons pas innover. L'innovation se produit toujours quand nous sortons de nos schémas de pensée antérieurs. Tout en haut de l'image, vous avez le losange en magenta qui est appelé conscience. Et ça, ce sont des fonctions évoluées du cerveau qui correspondent à un ensemble de processus, mais fondamentalement la conscience de soi, qu'on appelle la réflexivité. Quand je dis quelque chose, je peux être entièrement contenu dans ce que je dis, ou bien je peux dire ce que je dis tout en étant conscient que je suis en train de le dire et de comment je suis en train de le dire. Ce qu'on appelle la métacognition, d'un point de vue technique. Mais nous allons creuser ça très en profondeur dans les minutes qui suivent. Et puis au cœur du système, ça c'est ma trouvaille personnelle, en fait, toutes les représentations disant le cœur a ses raisons que la raison ignore, reflètent cette réalité que par moments, nos systèmes, qui chacun a sa propre logique, tirent dans des directions opposées.
Et nous trouvons un peu déchirés ou en conflit ou confus au milieu de ces directions différentes. Et puis, il y a des moments, et nous avons des expériences où tous nos systèmes collaborent de concert dans une même direction. Ils ne disparaissent pas. Il y a toujours de l'émotion, de la rationalité, de la créativité, de la sensibilité et de la conscience, mais il n'y a pas de conflit. Et c'est ce que j'ai appelé l'état de cohérence, et qui a comme particularité de se produire de plus en plus fréquemment à mesure que certaines zones ou certains réseaux de notre cerveau se développent, et notamment ceux que les pratiques psychospirituelles permettent de développer. Donc, je dirais que très souvent dans la vie de tous les jours, on a l'impression comme ça d'être un petit peu désajusté, que le puzzle de notre cerveau est un petit peu en désordre. Et puis la méditation, les pratiques spirituelles ont comme finalité de nous permettre de gérer, plutôt d'instaurer une forme de cohérence ou d'harmonie intérieure. Il y a eu énormément de recherches sur cette question. Donc, par exemple, je vous ai mis juste 2 exemples de la littérature récente. À gauche, c'est vers une théorie cérébrale de la méditation, parce qu'on a beaucoup d'observations sur toutes sortes de pratiques différentes, mais c'est encore relativement difficile de faire une théorie générale. Donc ça a été l'effort inabouti de ces auteurs. Et puis, vous avez par exemple à droite une revue des études sur les IRM fonctionnels et structurels autour de la méditation. Alors, on va plonger un tout petit peu dans la méditation, tout en sachant que ça n'est pas non plus le sujet de cette présentation, mais pour illustrer que la méditation favorise un processus d'observation consciente de ce que nous vivons. Et je tiens à le dire de la manière la plus claire qui soit, notamment parce qu'il y a des débutants, c'est très important pour eux, c'est que la méditation ne consiste pas à faire le vide dans son esprit. Si c'est ça votre intention et ce que vous voulez obtenir, vous allez devenir fou. Et ça ne sert pas à ça. Le silence intérieur, ce ralentissement, voire cet arrêt des pensées, est quelque chose qui se produit spontanément au bout d'un certain temps de pratique de la méditation, mais ça n'est pas le chemin, c'est le fruit. Alors évidemment, il y a beaucoup de sources différentes. En ce qui me concerne, je recommande immensément le travail de Fabrice Midal, philosophe, écrivain, auteur, conférencier, qui a créé l'école occidentale de méditation. Et déjà, j'adore Fabrice Midal en tant que personne, mais je trouve qu'il a fait un travail phénoménal pour clarifier la réalité de la méditation et aider les gens à cheminer. Et en fait, le point de départ, c'est de se poser sans avoir rien d'autre à faire et d'observer les modulations de son attention et de sa conscience. Et notamment pour commencer dans ce cycle tout à fait naturel. Le point de départ, c'est de chercher à garder son attention posée sur quelque chose. Sa respiration, une parole ou un mantra, les sensations corporelles, une idée, un concept. Et donc, voilà, nous cherchons à garder notre esprit à cet endroit. Alors, vous savez aussi bien que moi comment nous sommes faits. Que va-t-il se passer? C'est que très vite, on va se mettre à penser à autre chose et on va commencer à vagabonder. Et à ce moment-là, il ne s'agit surtout pas d'être contrarié ou de s'en vouloir d'avoir commencé à vagabonder, c'est ce que fait le cerveau. Mais d'observer, ok, j'ai perdu mon attention et je reviens par un choix délibéré, je repose ma concentration sur ma intention initiale et de laisser ce processus se dérouler un certain nombre de fois.
jusqu'à ce que, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, nous arrivions à avoir un champ de conscience ouvert et des distractions ou des pensées ou des sensations qui soient, selon l'image très couramment employée, comme des nuages qui se déplacent à l'intérieur de ce champ de conscience, alors qu'avant que nous ayons développé en nous les moyens de nous appuyer sur la toile de fond de la conscience, on était emporté par les nuages. Et ce que je veux dire, je contemple le ciel, oh un nuage, et je pars, oh et un autre nuage. Et là non, on reste posé et les choses circulent. Alors à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, les méditations de pleine conscience, de poser sa conscience sur un objet et d'observer ce qui se passe, ont comme particularité, c'est abondamment documenté dans la littérature, d'augmenter la connectivité entre les différents réseaux. Et donc l'imagination, les cognitions, la pensée rationnelle, la conscience, tout ça s'harmonise. Et d'ailleurs, normalement, la pensée rationnelle, la concentration et la déconcentration et la créativité sont antinomiques, comme nous l'avons vu. Sauf chez les personnes qu'on appelle à haut potentiel ou phylocognitifs, chez qui il peut y avoir l'activation simultanée des deux réseaux. Ils peuvent être à la fois créatifs et rationnels. Mais la pratique de la méditation fait ça. Ça permet de mieux intégrer ces différents réseaux et leurs fonctionnalités respectives, notamment par le développement des zones spécifiques que vous voyez là, c'est un autre diagramme de BrainFit, qui sont principalement le cortex singulaire antérieur, ACC sur le diagramme, le cortex singulaire postérieur, l'insula, qui est cette structure qu'on a des deux côtés dans le sillon antérieur, et l'amygdale, qui est le centre de vigilance de notre cerveau. Toutes ces structures maturent vers un potentiel d'intégration plus grand à la faveur des pratiques psychospirituelles, prière, rite, méditation, contemplation des textes. Et là, je vous montre un diagramme tiré de Cerveau et Psycho, une bonne revue de vulgarisation, sauf sur le complotisme, où ils disent n'importe quoi, mais pour tous les autres sujets, ils sont très bons. Et vous voyez que à l'usage avec la méditation, on va commencer en haut à gauche, il y a une régulation émotionnelle qui s'instaure par le cortex singulaire antérieur, une sensibilité interne, c'est-à-dire une présence à soi, une connexion à soi-même qui se développe à travers l'insula, par l'amygdale, l'intensité, la réactivité des peurs et des émotions négatives se tempère, elle ne disparaît pas bien sûr, ça serait problématique, mais elle se tempère, la mémoire s'améliore, activité accrue de l'hippocampe, et puis il y a plus d'empathie et de prise de perspective par rapport aux autres au niveau de la jonction temporopariétale. Et puis on est plus apte à mobiliser son attention et à choisir quand et combien de temps nous concentrer et quand défocaliser. Et tout ça, ce sont des vertus naturelles des processus de méditation et psychospirituels. En termes très concrets, on voit qu'il y a notamment un contrôle cognitif qui se développe. Donc on est plus maître de soi et plus apte à rester logique et rationnel, notamment dans des situations confuses ou tendues. Il y a une meilleure régulation des émotions. On est moins emporté ou submergé par ces émotions. Et puis il y a une conscience sociale, une conscience altruiste, une intelligence émotionnelle qui se développe. Et ceci pose une question tout à fait passionnante, parce qu'en fait, certaines compétences individuelles et sociales de première importance, comme l'empathie, la moralité, le sentiment d'équité et de justice, dépendent du développement des zones du cerveau que je viens de nommer. Et le développement de ces zones de cerveau que je viens de nommer dépend du fait d'avoir suffisamment baigné dans des exemples
dans de l'inspiration et dans de la bienveillance. Et là, on voit qu'il y a vraiment un enjeu individuel, mais aussi collectif. Pour juste revenir très brièvement à la crise sanitaire, on a bien vu qu'il y a des gens qui sont devenus capables d'être extraordinairement discriminants, stigmatisants et ségrégants vis-à-vis des autres, par exemple les gens qui n'ont pas voulu se faire injecter, et d'autres qui au contraire sont restés très empathiques en disant chacun fait ce qu'il veut, la liberté de choix est importante, et cette protection par rapport au fait de se faire prendre dans une formation de masse dépend énormément des structures du cerveau en question. Alors, les petits tableaux que je vous montre ici sont issus des recherches de Newberg et Waldman. Et ce qu'ils montrent en bas à gauche, c'est qu'il y a des changements fonctionnels dans l'activité des différentes zones du cerveau, en l'occurrence après 50 minutes de méditation. Donc ça, on le savait, ça apaise certaines zones et ça en stimule d'autres. Mais le tableau en haut à droite, il montre qu'il y a des différences dans la durée, dans la structure du cerveau. Et en fait, nous sommes ici au cœur de cette boucle cybernétique extraordinaire que les anthropologues avaient défrichée par Gilbert Durand et sa notion de trajet anthropologique, c'est-à-dire qu'entre la matière, et c'est évident que les expériences avec lesquelles nous sommes construits façonnent nos réseaux cérébraux d'une certaine manière, qui vont préconditionner les pensées et les émotions que nous allons avoir. Mais à l'inverse, les expériences de conscience que nous choisissons d'avoir et d'entretenir peuvent avoir un impact jusque sur l'architecture du cerveau. Donc une image que j'aime bien utiliser, c'est celle des ravins, par exemple. Si vous prenez un territoire relativement friable, quand il va y avoir des précipitations, eh ben, l'eau va s'écouler, ruisseler, creuser des petites rigoles, et puis des ruisseaux, puis des ravins et des canyons. Et en fait, notre architecture cérébrale s'est construite ainsi, mais nous pouvons, en mettant par exemple des barrages à certains endroits, en creusant des ouvertures, reconstituer tout ça aussi à la faveur des expériences que nous choisissons d'avoir. C'est évidemment en lien avec la plasticité neuronale, mais ça veut dire que nous pouvons vraiment épanouir, bonifier notre potentiel humain dans le sens d'être de plus en plus lucide, présent à soi-même, attentif aux autres, capable d'altruisme. Et vous voyez que même de brèves méditations quotidiennes ont tendance à améliorer l'attention, la mémoire, l'humeur, la régulation des émotions, même chez des gens qui n'ont jamais médité. Donc c'est vraiment bien, quoi. Ça demande un petit peu d'effort. C'est bien d'être guidé par des gens comme Fabrice Midal qui connaissent extrêmement bien ça, sachant que tout ce que nous venons d'évoquer, notamment la régulation émotionnelle et le choix de pouvoir décider à quoi on va penser, nous permet de mettre en œuvre certaines des valences les plus fortes pour notre cerveau, qui sont précisément, comme nous l'évoquions en entrée, les valeurs fondamentales. Et notamment, la recherche est en train ou a déjà redécouvert toute la puissance de la gratitude. En fait, à chaque fois que nous pensons avec reconnaissance à ce qu'il y a de bon dans nos vies, eh bien, ça, comme un diapason, ça met un diapason d'harmonie, de force, de confiance et de liberté à l'intérieur de notre cerveau. Et la gratitude en particulier est antinomique avec l'anxiété et la colère. Donc plus je cultive au quotidien ma gratitude pour tout ce que j'ai de bon dans ma vie, plus je renforce l'aptitude de mon cerveau à générer pour moi qui habite la conscience qui l'accompagne, la qualité de ma vie mentale et de ma vie psychique. Et notamment ces valeurs fondamentales, qu'on interroge les personnes spontanément, intuitivement, dites quelle est la valeur fondamentale la plus importante pour vous ici et maintenant. Le petit nuage est issu d'une expérience que j'ai faite avec un groupe.
Vous voyez que ce sont les mots qui sortent, la bienveillance, l'amour, la joie, la générosité, la tolérance, le partage, l'empathie, l'honnêteté, la paix, la gratitude, la sérénité, le respect, l'intégrité. Ce sont des mots qui font du bien. Et une des méditations possibles, c'est spontanément, à chaque fois qu'on en a l'occasion, on est pris dans un embouteillage, on va faire la queue à la poste ou au supermarché, d'inviter intuitivement une ou plusieurs valeurs fondamentales et de nous le répéter comme des mots de pouvoir. Et les recherches de Herbert Benson à la faculté de médecine de Harvard a vraiment documenté que ça nettoie votre organisme des hormones de stress et que ça répare de l'anxiété de la vie courante. Alors la recherche continue, elle est fascinante. Je vous mets 2 ouvrages d'un chercheur extrêmement intéressant, Michel Le Van Guyen, qui a récemment publié 2 ouvrages, un sur l'effet du silence sur le cerveau et l'autre sur la manière dont quand nous sommes en nature, que ce soit au bord d'une rivière, dans une forêt, au bord de la mer, en montagne, l'environnement a une certaine influence apaisante et constructrice sur notre cerveau. Ce sont vraiment des livres que je recommande. Tout ce qui relève de la tendresse, de l'humour, de la bonté, normalement, sauf si vous êtes très contrarié ou très fatigué en voyant ces images, vous avez une libération d'ocytocine, qui est l'hormone du lien, de l'amour, mais également de la confiance en soi. Dostoïevski avait dit que la beauté sauverait le monde. Quelque chose qui défroisse notre mental. Et puis, j'aime beaucoup montrer cette image, parce qu'en fait, sauf si vous êtes un psychopathe ou un pervers, c'est l'image la plus puissante dans ce qu'elle génère de positif dans votre cerveau. Et tout ça, oui, nous humanise de plus en plus, nous renforce dans nos compétences les plus élevées, mais au sens noble du terme, pas au sens hiérarchique, tout en sachant qu'il faut garder de l'humilité et un peu d'humour, que je trouve que ce petit dessin reflète assez bien. Donc puisqu'on m'a moi-même accusé d'être un gourou, de créer une secte avec les gens qui écoutaient toutes les mauvaises choses que je disais sur la gestion gouvernementale du Covid, j'ai décidé d'assumer mon rôle de gourou. Donc à gauche, vous me voyez avec une coiffe cosmique qui va puiser les énergies au cœur des astres. Au milieu, il y a une photo très rare du gourou, donc c'est mon gourou, mais il apparaît très rarement en public. Et puis à gauche, c'est ma robe de gourou. Voilà. Et effectivement, il me paraît important de ne jamais trop se prendre au sérieux. Vous connaissez cette béatitude. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de rigoler. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses évidemment passionnantes et très riches dans tout ce que nous avons parcouru, au contraire, et notamment des mystères. Ici, je vous donne pour terminer la capture d'écran d'un article d'Andrew Newberg écrit sur la base de ses expériences avec les médiums brésiliens. Et certains d'entre eux, dans la tradition héritée d'Alan Kardec, pratiquent l'écriture automatique, mais en écrivant littéralement des textes et des messages pour les consultants. Et ce que Andrew Newberg a pu démontrer au PET scan, c'est que ces médiums expérimentés avaient une quasi-extinction du néocortex, alors même qu'ils écrivaient des textes sensés, logiques, avec des messages complets, ce qui pour l'instant est antinomique avec nos connaissances. Et puis pour revenir à la question du mystère, pour terminer, des récentes découvertes qui montrent qu'en fait, l'univers lui-même semble être structuré comme le cerveau l'est. Et là, vous avez ces images étonnantes d'une cellule du cerveau à gauche et du déploiement des galaxies dans l'univers à droite. Et donc, l'univers connu serait-il lui-même
un cerveau dont nous serions nous-mêmes un minuscule neurone ou une partie de neurone ou une dendrite. Évidemment que ça serait aller un peu vite en besogne, mais vous voyez les motifs de nous étonner, de nous enthousiasmer, d'être surpris, mais aussi de savourer cette expérience humaine limitée dans le temps. Hein. Quoi qu'en disent les transhumanistes, nous ne sommes pas là pour l'éternité et c'est probablement une bonne chose. Donc, savourons du mieux que nous pouvons les années qui nous sont accordées, et puis en nous focalisant sur l'essentiel, sur ce qui nous nourrit le plus et qui nous fait grandir le plus. Voilà ce qu'il me tenait à cœur de partager avec vous dans le cadre de cette conférence. Et puis pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin, sachez que j'offre sur mon site jdmichel.com un programme neurosciences et spiritualité où j'approfondis la matière que je vous ai présentée rapidement ce soir dans un ensemble de facettes de ces réalités avec des ressources pour faciliter la progression ou en tout cas l'aventure sur ce chemin. Et puis la recherche continue d'être extrêmement active, donc je me tiens évidemment au courant de tout ce qui sort, sachant qu'il va y avoir encore un certain nombre de découvertes tout à fait intéressantes. Et puis je terminerai avec ça. Ce qui vraiment me parle aussi sur le plan des valeurs et de l'éthique, c'est le fait qu'au fond, les neurosciences montrent la pertinence des propositions faites par les religions ou les grands courants spirituels dès lors qu'ils ne dégénèrent pas vers le moralisme ou le fanatisme, mais également les recherches que des personnes peuvent faire à l'extérieur des religions. Au fond, l'important, ce n'est pas tellement la forme que l'on adopte, même si chaque forme donne des points d'appui et un certain support par rapport à ce progrès, mais c'est évidemment le chemin lui-même, l'aventure elle-même, et en ce qui me concerne en tout cas, j'ai beaucoup de reconnaissance et de joie à partager avec vous les quelques connaissances que j'ai glanées en cours de route. Merci beaucoup et à bientôt j'espère.